on prend la filmographie de monsieur, nous avons un Oscar dès le début de votre carrière. Oui, alors ça venait après 400 films publicitaires quand même. Je me souviens, j'avais été interviewé par Télérama. Il y avait un titre, c'était Ces inconnus qui font des films. Et moi, quand je suis arrivé sur le plateau de mon premier film, j'avais un acteur qui s'appelait Jean Carmet qui m'a dit: qu'est-ce que ça te fait d'être comme ça, le chef d'une équipe? On était 25. Et je n'ai pas osé lui dire que c'était la plus petite équipe que j'avais depuis 10 ans. Enfin bon, j'étais habitué à faire des films publicitaires très luxueux. On était trois à se partager le marché. Il y avait Ridley Scott, avec lequel je suis toujours très ami, Alan Parker et moi. On se partageait le marché européen et parfois international. Donc, si vous voyez, j'ai eu la chance de faire les deux écoles de cinéma, les Lumières et la FEMIS, qui s'appelait autrefois l'IDEC. Je suis diplômé des deux. Et dès ma sortie de l'école, j'ai commencé. Et on retrouve bien ça dans votre livre. Donc il y a 15 films, 15 chapitres à peu près. Les débuts à Draveil, on va regarder ça avec des petits films publicitaires que vous avez faits, parce que tout le monde ici a vu les films de monsieur. Si ceux qui ont grandi dans les années 70 ont vu Crunch avec une jeune fille qui croque du chocolat et tout le monde s'en va. Et un de ces derniers qui s'appelle Dior J'adore, qui est une petite merveille. Le livre, on le vend en bas, alors c'est pour lui faire de la publicité, mais c'est vraiment très passionnant, c'est très vivant. Enfin, vous êtes un conteur né. On ne veut pas. Sur chaque film, c'est tout un tas de problèmes, tout un tas de. C'est la vie du cinéma, vous savez. Ceux qui veulent faire du cinéma, ils ne s'imaginent pas. Eux, ils voient les gens qui montent les marches de Cannes, ils pensent que c'est ça la vie d'un metteur en scène. Non, la vie d'un metteur en scène, c'est passer par l'entrée des artistes, se montrer le moins possible et rêver à des films, des images qui vont s'enchaîner, qui vont nous demander 3-4 ans de notre vie, et où il y a des problèmes à chaque instant. Un film, c'est bourré de problèmes, mais c'est ça qui fait aussi le charme de ce métier, c'est qu'il faut les surmonter, et qu'il faut savoir qu'il y a une concurrence absolument monstrueuse. Moi, tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit: ah, je suis dans la merde, mon fils veut être metteur en scène, comment on fait? Ou ma fille veut être actrice. Bah, oui, très bien. Il y a de la concurrence, il faut être meilleur que les autres, il faut se donner plus de mal, travailler plus. Je vais vous confier un petit truc. Il y a 20 ans, je me suis demandé que maintenant que je connaissais la difficulté de mon métier, est-ce que j'aurais le courage de recommencer? Et il y a 20 ans, je me suis dit non. Et aujourd'hui, je me dis oui. Oui, sans aucun regret, bien sûr. Quelle belle vie, quelle belle vie. Mon épouse qui m'accompagne m'a script depuis mon second film, qui s'appelait Coup de tête. Et on a vécu cette vie-là de saltimbanque de luxe dans plein de pays. On a tourné un peu partout dans le monde. C'est un privilège extraordinaire, dans une liberté qui est tout à fait rare. Vous allez souvent entendre des cinéastes qui se plaignent d'avoir été martyrisés. Moi, c'est le contraire. J'ai été franchement incroyablement libre. Mais il faut se battre. Je viens de refuser un film parce qu'il n'y avait pas le budget qu'il fallait. Il ne faut pas faire. C'est comme si vous êtes architecte, on vous demande un palais, et puis vous avez assez d'argent pour faire un petit 2 pièces en contreplaqué. Il ne faut pas se croire que vous allez faire un palais avec un budget qui ne convient pas. Donc, mes amis architectes, ils ont ce problème, comme je suis là-bas, mes amis compositeurs avaient ce problème, enfin tout le monde, dans tous les métiers, on a tous ce problème. Mais je crois que dans mon métier, j'ai la responsabilité vis-à-vis de vous. J'ai passé ma vie à travailler pour le public. J'ai eu la chance d'avoir un public partout dans le monde, avec des gens qui me sont très fidèles, et je suis responsable vis-à-vis d'eux. Je suis aussi responsable vis-à-vis de mes financiers, que je respecte. Et donc je ne vais pas les pousser dans une erreur qui conduirait à un mauvais film et à un désastre financier. Ce qui est très drôle, c'est que dès le début du livre, vous dites que vous êtes né à Juvisy et grandi à Draveil. Et assez régulièrement, dans toutes les interviews, vous allez le citer, vous allez revenir à ça. Vous avez vécu à l'étranger, filmé dans des pays différents et des continents différents. Et toutes les fois, vous dites: je suis un enfant, pas de l'Essonne, mais de pas loin. J'ai un truc en commun avec Besson,
on se fait un concours tous les deux de savoir qui a eu la vie la plus misérable dans notre enfance. Alors c'est pas mon cas, mes parents, ma maman travaillait dans une grande industrie, elle avait un poste important. Mais bon, moi j'habitais donc un boulevard des Ormes à Draveil, et je m'amusais de mes voisins, je les aimais, et ça ne m'a pas quitté. C'est précis, je suis heureux d'avoir eu cette enfance, j'ai envie de dire tout à fait normale. Il y avait un petit jardin, j'avais un petit chien, il y avait des roses, ma maman aimait les fleurs, et je suis le produit de ça, et je suis infiniment reconnaissant. J'ai des copains, on parlait tout à l'heure dans la voiture de Louis Malle, bon, il était lui l'héritier des sucres Béguin, c'est autre chose, c'est pas la même vie. Lui, il venait à l'IDEC en voiture de sport. Moi, je prenais le métro, puis j'allais à pied le reste de distance. Et c'est ça que j'ai aimé. Donc, mais vous décrivez que votre maman, on ne peut pas raconter le livre à chaque fois parce que sinon ça ne donnerait plus envie de le lire. Vous décidez d'être cinéaste à 7 ans. Oui. Vous lisez La guerre du feu dans le journal de Mickey par Barthélemy, oui. qui l'illustre. Il y a Pélos l'a fait après, mais oui. On voit que ça vous a nourri en fait, les BD, et puis vous êtes abonné à un petit magazine, vous êtes abonné à Zodiac, qui est un magazine sur le... Alors ça, c'était ma passion. Sur le Moyen-Âge. Oui, très bizarre. Je ne suis pas du tout croyant, mais j'aime les lieux de culte, figurez-vous. De quelque religion qu'il soit, j'ai fait un film qui s'appelle 7 ans au Tibet, où j'ai eu la chance de visiter tous les grands monastères du Ladakh, du Tibet et d'ailleurs, évidemment. Et j'aime ces lieux de repos, de silence, de méditation, ça me plaît. C'est pas moi, mais vous voyez, là, mon dernier film s'appelait Notre-Dame brûle. J'ai adoré faire ce film parce que d'abord j'aime beaucoup l'architecture et effectivement mes sous quand j'étais petit, j'avais l'abonnement à Mickey et l'abonnement d'une revue qui s'appelait Zodiac, qui était faite par des moines et sur l'architecture romane. J'ai gardé ces livres, je ne l'ai pas suivi. Et lorsque mes parents me disaient chérie, où veux-tu aller en vacances? On était à la SNCF, donc on avait des billets gratuits. Donc je pouvais dire Collioure, les Sables d'Olonne, etc. Je disais non, je veux voir la basilique d'Orcival. Ah bon, c'est où? Ou à Fouesnant, parce qu'il y a un beau calvaire breton. Et on y est vraiment allé. On a passé des vacances à Fouesnant, parce qu'il y avait aussi une église appelée Locronan, qui était très belle, qui me passionnait. J'ai fait des centaines de photos, donc des milliers de photos de monastères. Alors quand j'insiste, je ne suis absolument pas croyant, je suis complètement athée. Et alors, enfant unique et de banlieue, c'est un Google Street de votre maison natale. Oui, là où il y avait le petit balcon, c'était ma chambre. Et malheureusement, c'était dans la droite ligne des pistes d'Orly. Et j'ai fait des rêves toute mon enfance où l'avion se crachait sur la maison parce que ça faisait tellement de bruit, il passait à, je sais pas, à 50 mètres au-dessus. Donc il y avait ce bruit-là, puis mon petit chien qui aboyait. Et donc à la fois enfant de banlieue unique, avec vos parents modestes, on va dire, vous êtes abonné à plein de magazines, plein de revues, le monde entre chez vous, et puis vous faites quelque chose qui est le premier rêve qu'on va commenter, parce qu'il y en a 3, et qu'on parle de rêver sa ville, c'est que vous allez tous les dimanches au cinéma. Alors à l'époque, 3 cinémas à Draveil, je ne sais pas si notre ami Dominique Dezoray est là, c'est grâce à elle... Dominique, bonjour Dominique, voilà une dame formidable qui est à la mairie de Draveil, et qui m'a beaucoup aidé dans les recherches sur Notre-Dame. Elle a ouvert un site où elle a fusionné tout ce qui était possible d'avoir sur Notre-Dame. Elle m'a beaucoup servi à rencontrer des gens tout à fait importants. Donc, moi aussi, elle m'a beaucoup servi à rencontrer des gens importants. C'est grâce à ça que je vous ai rencontré. Ouais. Voilà, et vous avez fait une image du Draveil Palace. Alors celui-ci, c'est le central, c'est-à-dire... C'est une ancienne église. Déjà, il y avait un peu moins de monde dans les églises. Et donc, c'était transformé en cinéma. Puis, celui de votre enfance, vraiment, c'est le Palace. Le Draveil Palace. Alors, celui-là, il y avait 1000 places, figurez-vous. Ah oui, mais à l'époque, les gens allaient beaucoup au cinéma. Il y avait pas, tous les dimanches pour vous? Tous les dimanches. Alors, on était soit à l'Orangerie, soit au Palace. L'Orangerie, c'était un cinéma, il y avait 300 places, je crois. Et donc, le Palace avait le gros inconvénient d'être extrêmement froid l'hiver. Parce que, évidemment, 1000 places, vous ne pouvez pas chauffer. Donc, il fallait y aller en anorak. Et on y vendait même des esquimaux glacés. Alors, vous dites que tous les dimanches, entre vos 2 parents, votre père étant à la SNCF, le premier film qu'il vous fait voir,
Ouais. La bataille du rail. Donc, on va voir que votre rêve d'enfant, puisque je dis on va avoir 3 rêves, le premier c'est celui d'être enfant, c'est le cinéma qui vous, en plus des abonnements et des lectures, qui va vous emmener à découvrir des voyages lointains. Alors figurez-vous que, outre Mickey, nous étions abonnés à La Vie du Rail, qui est un journal qui existe encore, un magazine, qui était très bien fait. Alors je suis très, très fort en reconnaissance des locomotives à vapeur. Je peux vous expliquer ce que c'est qu'une D2, dans les Alpes. Vous êtes un maniaque enfant, en fait. Vous faites des listes, des préparations qui vont vous aider à préparer les films de A à Z, d'ailleurs. Oui, et je faisais déjà des commentaires sur les films. Et effectivement, un de mes grands plaisirs de vie, après, vous voyez, vous présentez la bataille du rail. Moi, j'ai connu René Clément, et comme j'appartiens à l'Institut de France et à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai fait une conférence récemment sur René Clément, à qui j'ai parlé sur la fin de sa vie. Il m'a parlé de l'annelage de ses moutons, et c'était un monsieur qui avait connu des immenses succès, qui finalement a été éjecté du métier relativement jeune, vers 55 ans. Il n'a plus pu faire de film parce qu'il a fait quelques échecs. Et comme disait Jean Renoir, que j'ai aussi bien connu personnellement, on est toujours l'homme de son dernier film. Allez. Donc René Clément a été éjecté. Cette conférence que je faisais était aussi à propos de Gérard Houry, qui étaient mes 2 prédécesseurs au siège que j'occupe à l'Académie. Oui, vous rendez hommage quand on succède à son prédécesseur. Ce qui fait que votre vie de jeune homme, et qu'on retrouve dans cette vie de cinéma, qui est le titre de votre... Il y a une vie pour le cinéma, mais il y a une vie de cinéma. C'est parce que en allant au cinéma avec vos parents, avec ces abonnements de magazines, vous allez imaginer des tas de vies possibles, mais surtout vous allez recevoir un petit catalogue qui va vous donner envie de faire du cinéma. Alors, je vous ai dit que comme on peut retrouver des interviews de monsieur nombreuses, et il y a un petit commentaire sur les réseaux sociaux qui m'ont organisé l'entretien maintenant. Il y avait écrit « Arrêtez d'interrompre quelqu'un qui est conteur ». Et donc, monsieur étant un remarquable conteur, j'ai prévu la parade qui consiste à le faire parler lui-même. Alors, vous êtes en train de... On vous demande comment est-ce que vous avez envie de faire du cinéma, et votre réponse est celle-ci. On l'entend pas, c'est tant mieux. Je vais vous dire ce que vous êtes en train de dire. Absolument à ma conférence. Aussi, c'était bien parce que c'est ça qui a plu, parce que j'étais obligé de... Je me souviens aussi, j'avais fait rentrer Jacques Perrin à l'Académie, et j'avais fait le discours. Et ce jour-là, on présente les films de Jacques Perrin, sauf que le son ne marche pas du tout. Et je demande à Jacques Perrin de faire le doublage en direct. Alors je dis d'abord, je fais beaucoup de cinéma muet, et ensuite, je dis à Jacques, allez, vas-y, faisons de la post-synchro. Et donc, Jacques se met au micro, il post-synchronise les films. C'était beaucoup mieux. Alors après, les gens qui avaient organisé la séance, ils me disent, on va recommencer, puis il y aura le vrai son. Je dis, mais non, c'était bien mieux comme ça. Donc voilà, les petits garçons, ma maman recevait toujours le catalogue d'une boutique qui s'appelait Odéon Photo, c'est comme ce que je dis là. Elle était sténodactylo, vraiment. Mais elle avait de bons rapports avec la boutique. Et du coup, à l'âge de 7 ans, on m'a offert un appareil photo. À l'âge de 11 ans, ma première caméra. Et pour dire la vérité, je trouvais ça tellement rigolo d'appuyer sur le petit bouton, c'était du 8 mm. Quand j'étais en cours, j'étais bon élève, mais je pensais beaucoup à ce que j'allais faire le soir en rentrant, c'est-à-dire du montage. Après, j'ai sonorisé. Et puis finalement, je suis rentré très tôt à l'école qui s'appelle aujourd'hui Louis Lumière. J'ai fait ma scolarité là-bas, j'ai été diplômé, j'étais major de promo, avec un autre copain qui s'appelait Jean-Claude Pourla, qui a été mon directeur de production souvent. Et ensuite, j'ai fait la dernière année de la FEMIS, dont je suis diplômé aussi, ça s'appelait l'IDEC autrefois. Et donc je dois à ma maman d'avoir été sténodactylo dans une boutique d'appareils photo. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que l'obstination et le gamin, dans le bouquin, ce que vous citez, c'est que votre mère vous emmène à 8-9 ans voir le directeur qu'on va appeler de la FEMIS, qui dit mon fils veut devenir cinéaste. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Et il revient, on va dire, 10 ans plus tard, et il dit voilà.
Mais attendez, Tout est programmé, organisé. voilà, parce que ma mère, après, était devenue donc cadre, et elle avait l'habitude de tout prendre en sténo. Et je me souviens que quand je lui dis un jour, j'avais 7 ans et demi, je crois, maman, je viens de voir ce catalogue avec ces appareils merveilleux, je voudrais faire du cinéma plus tard. Elle appelle ses copines au téléphone, et je me souviens, les copines lui disent, quoi, du cinéma, un si bon élève? Et donc, mais ma mère, quand même, me fait confiance, elle va chez la libraire du coin, et elle lui demande, est-ce qu'il y a un livre pour savoir comment on fait du cinéma? La dame répond, ben non, il n'y a pas ça, mais il y a une revue qui s'appelle Avenir, et de temps en temps, si vous voulez être poissonnier, chaudronnier, etc., il y a des numéros, peut-être qu'il y aura un numéro sur le cinéma. Un jour arrive un numéro sur les professions du cinéma. Ma mère lit ça, elle voit les salaires des techniciens, des preneurs de son, tout ça. Elle ne peut pas y croire, parce qu'elle travaille dans l'industrie chimique. Donc elle appelle la revue, et elle dit, vous êtes trompé d'un zéro là. Et les gens disent non, non, c'est comme ça dans le cinéma. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que les gens du cinéma, ils ne travaillent pas toute la journée. Hein. Ils travaillent une fois de temps en temps, donc c'est pour ça qu'ils sont payés plus cher. Mais ce que ma mère voit, c'est qu'il y a la meilleure école, ça s'appelle l'IDEC. Elle avait l'habitude, dans son poste, de téléphoner au directeur de Péchinet, etc. Donc elle appelle le directeur de l'IDEC, elle dit voilà, je voudrais vous rencontrer, mon fils veut faire du cinéma. Moi je suis haut comme ça. Et le jeudi, c'était le jour de vacances, je vais aux Champs-Élysées, dans le bureau du directeur. Je suis assis à côté de ma maman. Je suis très embêté parce que j'ai des chaussettes, mais il y en a une qui a des élastiques qui tombent. Vous savez, donc je passe mon temps à remonter les chaussettes. Et le directeur demande donc à ma mère qui prend tout au sténo, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut faire du cinéma? Quel âge a votre fils? Il montre, ma mère montre le gamin à côté. Il dit quoi? Lui, il veut faire du cinéma? Quel âge tu as, mon petit? Alors je dis 8 ans, monsieur le directeur. Et il dit à ma mère ce qu'il faut faire. Il faut faire des études de lettres, il faut faire des études techniques, il faut faire tout ça. Bon. Je fais tout ça, et quelques années plus tard, c'est-à-dire 8 ans plus tard, je prends rendez-vous avec le directeur de l'IDEC, et je me souviens, il me dit, c'était vous le petit garçon qui a monté ses chaussettes? C'est grâce à ça que j'ai pu faire simplement la dernière année de l'IDEC et d'être diplômé des 2 écoles. J'ai une chose tout à fait exceptionnelle. J'avais 19 ans et demi quand j'ai fait mon premier film comme réalisateur. Voilà, 19 ans. Je voulais vous dire qu'enfant de Draveil, avec des parents modestes, le premier des rêves, c'est celui d'être soutenu par vos parents, d'être abonné à des magazines, de s'intéresser à de l'histoire, de lire le journal de Mickey, La vie du rail et des livres sur la technique, mais d'aller jusqu'au bout de vos études aussi, de faire des études de lettres en même temps. Oui, j'ai fait la qui vous serviront au moment du nom de la rose. Je suis très fort en grec. J'ai un certificat de grec et je suis très conscient grec. Enfin, ça n'intéresse personne. Ça m'a passionné. Ça nous impressionne donc, ce qui était intéressant, et je parlais de cinéma d'art et d'essai, ce qui est rétrospectivement formidable, c'est que mes parents n'aimaient pas le cinéma américain. Je n'imaginais pas évidemment passer une partie de ma vie à Hollywood, mais ils lisaient la critique dans La vie du rail. Il y avait un critique excellent qui s'appelait Charansol. Et Charansol, il aimait les films italiens, les films japonais, les films russes, les films tchèques. Et c'est ça qu'on allait voir au Draveil Palace. Et je me souviens, les quelques films américains que j'ai vus, on trouvait ça con. Mais alors, vraiment, on me disait, c'est pas possible, ces films, c'est tellement naïf, c'est tellement bête. Donc on évitait systématiquement les films américains. Et moi, j'ai découvert le cinéma américain à l'IDEC, parce que mon professeur s'appelait Georges Sadoul, grand historien du cinéma. Lui aussi nous parlait essentiellement des cinémas des pays de l'Est, qui étaient formidables d'ailleurs à l'époque, hein, les films hongrois, etc. Mais bizarrement, j'ai une éducation très cinéphile. Grâce à mes parents, qui étaient effectivement d'origine modeste, mais ma mère aurait voulu être musicienne, mon père, lui, était ajusteur, voyez donc. Mais il avait raté son concours. Toute sa vie, il a pensé qu'il était un con, alors que c'était tout à fait le contraire. Donc, si vous voulez, j'ai eu la chance aussi d'être très soutenu par ma mère qui m'emmenait toutes les semaines, le jeudi, voir un musée à Paris. J'ai visité avec eux la totalité de la France grâce aux billets gratuits de la SNCF.
Bon, maintenant je connais les patrons de la SNCF, ça me change. Bon, non, comment il s'appelait, monsieur Cave, bon, peu importe. Il m'a sorti la fiche de mon père. Il a fait photocopier. Ce qu'on retrouve, Il s'appelait Pépi. ce qu'on retrouve dans le livre et dans vos repérages, parce que les repérages prennent énormément de temps dans votre travail, c'est pour ça que la filmographie de 15 films, c'est tous les 3 ans en moyenne, c'est qu'à chaque fois que vous avez vu des films, vous citez des Méliès, vous citez des Kurosawa que vous aimez par-dessus tout, comme référence, c'est aussi votre façon de voyager avant de voyager, en fait. Vous avez passé par le cinéma pour... Oui, tout ça, ça se mêle. C'est-à-dire que, je me souviens d'un détail, pour Le Nom de la Rose, mon producteur français a eu un contrôle fiscal. Il y avait, parmi les achats, les coûts du film, 300 livres. Et le contrôleur fiscal a dit, il n'y a pas besoin de 300 livres pour faire un film. Ben si, parce qu'il fallait connaître les ordres monastiques, il fallait connaître les diableries de l'époque, les supplices, il fallait connaître qu'est-ce que c'était une bibliothèque médiévale, etc. etc. Et ben, chaque livre spécialisé, je les ai gardés chez moi. D'ailleurs, tu les as tout à l'heure. Et puis, ce que vous dites là, c'est quelque chose que j'ai entendu dans la bouche d'Hugo Pratt, c'est que quand on dit, quand une phrase d'un scénario dit un Indien regarde au loin et prend son arme, pour un écrivain, c'est une phrase, pour un dessinateur, c'est comment est habillé l'Indien, comment il est coiffé, comment il se tient debout, qu'est-ce qu'il y a comme paysage, quel est le climat. Et en fait, votre travail va partir la plupart du temps de lecture, de livres que vous allez, parce que vous êtes, à la différence, je disais, de Besson, voilà, adapter L'Amant ou adapter Umberto Eco, c'est quand même des auteurs d'un... Oui, mais si vous voulez, quand je lis, même le journal, je le mets en scène. Je vois très bien où sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur expression. Mais après, il faut d'abord trouver les acteurs qu'il faut, les former à un rôle particulier, les mettre dans un décor qui les inspire. Parce que la manière la plus simple de diriger les acteurs, c'est de leur trouver, évidemment, le dialogue juste, le partenaire juste, dans la lumière juste, dans le décor juste, oui, dans la colorimétrie juste. Donc tout ça, c'est des heures et des heures de travail. Parce que l'image que j'ai en tête, il faut que je la décrive. Donc non seulement il y a le scénario, mais il y a le découpage technique qui me prend 3 mois. Parce que chaque image est d'abord, avant d'être storyboardée éventuellement, elle est décrite. Et il faut que je l'explique. Il y a ici M. Gégou, je crois qu'il est toujours là. oui. Oui, Christian voilà, M. Gégou a travaillé sur Le Nom de la Rose, il m'a fait des illustrations formidables. J'avais demandé à des dessinateurs et des graveurs très célèbres de me faire un élément de vente sur des gravures qui n'ont été tirées qu'à 110 exemplaires et qui ont été données aux distributeurs internationaux de façon à leur donner envie de faire le film. Parce qu'il y a tout ça dont on ne parle pas, mais il y a non seulement la promotion, moi, qui me prend 6 mois, parce que même sur mon dernier film, j'ai fait 30 pays, dans des capitales lointaines, c'est Shanghai, c'est Sydney, c'est Cape Town. Donc c'est un travail qu'on n'imagine pas, mais avant, il y a tout le travail de pré-production. Comment on convainc les gens? Comment on convainc les distributeurs? Mon distributeur français, qui était mon distributeur parce que mon producteur s'est fait assassiner dans un parking, et donc il a récupéré le film avant qu'il récupère le film. Avec son gros doigt, il me disait « Mon cher Jacques, vous êtes complètement fou, qui va s'intéresser à une histoire qui se passe au Moyen-Âge, c'est ça, avec peut-être des moines habillés en noir, mais vous êtes complètement fou. » Il voulait à l'époque, Belmondo voulait que je travaille avec lui, pour je ne sais pas quoi, le magnifique, ou un truc comme ça. Et moi, je voulais faire Nom de la Rose. Et ce monsieur qui s'appelait Mouchkine, que j'adorais, mais il ne voulait pas faire le film. J'ai été vivre en Allemagne pendant 4 ans. En Allemagne et en Italie, parce que personne n'a voulu faire le film en France. Et c'est l'histoire de ma vie. Moi, je n'ai pas décidé d'être un travailleur immigré de luxe. J'ai été obligé d'émigrer. Bon, après la Manche, on a des marre d'être obligé de ramer, d'appeler des producteurs à Hollywood pour que Hollywood finance mon producteur qui allait le financer. Donc, je suis passé directement à Hollywood. Et j'en étais très content d'ailleurs, j'ai connu ici une liberté extraordinaire. Mais je suis un peu long là. Non, c'est ce que vous dites de votre scénariste qui est Gérard Roy, qui est, il ne voit, vous décrivez beaucoup le travail de scénario qui est en amont et qui va induire les repérages et toute votre méthodologie qui vient sans doute de vos abonnements et de votre enfance. Et en fait, vous dites de lui, ça doit être une phrase à lui, il voit en image en fait.
Et votre scénario a l'air avant tout d'être des images que vous avez en tête, que ça soit, on les verra sans doute pas, mais elles auraient été derrière nous, des peintures, des gravures, des bandes dessinées. Pour Don Larro, c'était beaucoup Gustave Doré. Voilà, des choses qui vont vous inspirer avant même que le tournage commence. Et si vous voulez, le problème, c'est que les gens ne savent pas écrire des scénarios. Il y a très peu de scénaristes au monde. Parce qu'il ne faut pas écrire simplement l'histoire, il faut écrire des images et des sons, et éventuellement des mots, des dialogues. Il faut décrire ce que vous allez voir au cinéma après. Raconter une histoire, c'est un roman, c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est de visualiser et de décrire l'image, et de décrire éventuellement le dialogue. Le gros problème de beaucoup de films, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les talking heads, movies, c'est des gens qui se parlent en gros plan. Mais c'est pas du cinéma, c'est de la radio filmée. Donc le cinéma, c'est de raconter une histoire visuellement, aussi avec des dialogues parfois, et de la musique, et une bande-son. Donc c'est ça qui va... Est-ce que, pour évoquer un danger, je vais mettre des violons qui vont faire ni, 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 ou est-ce qu'au contraire, je vais entendre un orage lointain? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le décrire, c'est pas la même chose. Et pourtant, le résultat, c'est qu'il y a une menace. Mais ça, il faut le faire pressentir. Donc, si vous voulez, c'est infiniment plus compliqué que ce qu'on croit. Et malheureusement, si vous voulez, le problème, c'est que l'enseignement du cinéma n'est pas à la hauteur en Europe, de manière générale. Et les élèves de cinéma le savent, ils s'en plaignent beaucoup, mais on ne peut pas les virer parce qu'ils sont fonctionnaires. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires. Alors, j'en profite pour ce qu'on peut voir au début, c'est la filmographie de monsieur, c'est 76 La Victoire en chantant, c'est pour ça que vous obtenez un Oscar. Un coup de tête avec Patrick Devers en 79, La Guerre du Feu en 81, Le Nom de la Rose qu'on vient de voir en 86, L'Ours en 88, L'Amant en 92. On voit que vous aimez changer de sujet entre chaque film. Les Ailes du Courage. Alors ça, c'est un film que j'ai interdit de montrer autrement qu'en 3D dans des salles IMAX. Donc c'est pour ça que ce film est un peu caché. Mais rien qu'en France, on a fait quand même 15 millions d'entrées au Futuroscope. Il faut aller au Futuroscope, en fait, il est à 360 degrés. Alors non, ça c'est l'Omnimax. Il est à 180. Non, c'est un très grand écran plat, et vous portez des lunettes. Et le top du top, c'est ce qu'on appelle le solido, c'est-à-dire non seulement des lunettes, mais des petits haut-parleurs. Et en fait, dans mon film, il y avait des voix off, il y avait la voix intérieure du personnage qui chuchotait derrière votre tête. Et donc ça, c'était vraiment très luxueux. Et c'est un film, en fait, qui a fait un nombre d'entrées absolument considérable dans le monde. Il n'y avait pas de cinéma IMAX. Il n'y avait pas de cinéma IMAX, il n'y avait pas de film en IMAX. Donc c'était le problème de l'œuf et de la poule. Voilà. Et grâce au patron de Columbia, ben, j'ai fait le premier film en IMAX 3D avec acteurs. Et cette année-là, 108 salles dans le monde se sont construites. Et aujourd'hui, je suis resté très pote avec les gens d'IMAX parce que le patron m'a dit récemment, il y a un peu moins d'un an, que j'avais transformé leur compagnie complètement. Et j'ai été obligé de me battre parce que les gens d'IMAX qui étaient à Toronto m'ont dit c'est impossible de faire un film avec acteurs, avec nos caméras. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour faire des films sur la sexualité des papillons et pas des documentaires, mais c'est pas du tout pour des films à histoire. Et ce qu'on trouve souvent, c'est que si vous avez aimé faire ça, c'est parce que histoire du cinéma, intérêt pour les machines, vous vous êtes dit tiens, si personne l'a fait, ça m'intéresserait bien d'essayer de trouver une histoire qui irait avec ce type de façon de filmer. En fait, j'étais en train de travailler sur une histoire qui s'adaptait très bien. C'est l'histoire d'un pilote de l'aéropostale, de Guillaumet. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'il faut savoir que dans l'histoire du cinéma, dès le début, les gens de cinéma, les inventeurs, ont souhaité que leurs films soient en couleur et en relief, et sonore. Il y a des films Gaumont de 1698, je crois, qui ont essayé ça. Donc, si vous voulez, moi, retrouver ce que c'était qu'une mise en scène en 3 dimensions, c'est complètement autre chose. On parlait tout à l'heure dans la voiture du cadre. Parce qu'en fait, le cadre du cinéma, c'est le cadre du théâtre.
on s'est concentré au début de filmer des pièces de théâtre à hauteur d'homme. Parce qu'il y avait la manivelle à tourner. Ces images secondes, chaque seconde, c'était un tour de manivelle. Donc si vous voulez, soudain, je me suis aperçu qu'en immergeant le public à l'intérieur d'une image, ce n'était pas du tout la même mise en scène. Parce que vous n'avez pas de port-cadre. Donc, le spectateur est dans l'action. Le gros souci... Pas de hors-champ, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui sort et qui rentre. Ben, tu ne peux pas les en sortir, c'est infini. Ouais. Donc, il faut trouver un point de coupe. Un des trucs les plus fous, c'est qu'en 3D, quand vous avez un personnage en gros plan, c'est un personnage près de vous. Et soudain, il est sur vos genoux. Et vous avez le public qui fait comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas que... C'est comme dans les pissotières. Il y a une distance minimum. Alors pour continuer sur la filmo, vous allez tourner en 97 avec au Tibet, vous allez tourner, on le verra après pour ceux qui suivent la séance, en 2001 à Stalingrad, Les Deux Frères en 2004, ce chef-d'œuvre pas assez connu, Sa Majesté Mineure, avec cette espèce de dingo de José Garcia, L'Or Noir en 2011, Le Dernier Loup en 2015, de la télévision, une série avec Patrick Dempsey, et Notre-Dame brûle récemment, en 2022. Et ce qui me servait de présentation également, même si on a dit que le décor était important pour vous, c'est quand on fait l'inventaire des comédiens avec qui vous avez travaillé, c'est absolument vertigineux, puisque ça commence par... on voit que c'est une vraie histoire du cinéma en soi. Je les ai mis dans l'ordre chronologique de vos films, donc on a Jean Carmet. C'était un acteur très célèbre à l'époque. C'était le français moyen typique. Et c'est un homme charmant avec lequel j'ai conservé un rapport. Il a fait un film qui s'appelait Dupont-la-Joie. Les gens pensaient vraiment qu'il était comme ça dans la vie. Alors que c'est quelqu'un qui me recevait chez lui déguisé en évêque. Et avec une crosse, et il me faisait baiser son anneau pascal. Je m'agenouillais, je fais semblant que c'était un pas évêque. Et le sacré vous poursuit. Hein. On se mettait à table, et il avait un projecteur 16 mm, et on regardait le congrès des belles-mères d'Émile Coussinet, 1938, des choses comme ça. Donc voilà la dérision. Il avait aussi une piscine. Il était très fier d'avoir une piscine, sauf qu'il n'y avait pas d'eau dedans, il y avait simplement un peu de verre et des grenouilles. Et donc avec sa crosse, son anneau pascal, je disais, Monseigneur, c'est magnifique, vous avez des plastiques, etc. Ce qui fait que si on fait cet inventaire, Doradol, on a à la fois des gens qui viennent de l'histoire du cinéma. Je vous raconte une petite histoire. Mon premier film, j'ai deux femmes. Elles se détestent. Catherine Rouvel, qui était une très jolie femme, et Dora Dole, qui avait aussi été une très jolie femme. Un peu plus tard, un an plus tard, je suis amené à rencontrer Jean Renoir, qui avait écrit un texte formidable sur mon premier film. Et alors ces deux femmes se faisaient des tours invraisemblables. Dora Dole avait un Solex, je tournais dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'autre lui dégonflait les pneus, ou lui mettait du sucre dans le réservoir à essence. Et Dora Dole se cassait régulièrement la figure. Donc je suis maintenant avec Jean Renoir, je suis quand même tout à fait impressionné parce que oui, il était d'ailleurs sous le tableau de son père, le représentant en chasseur, et lorsque sa femme va nous faire un thé, il me dit, vous savez, vous avez pris tous mes acteurs favoris, Jean Carmet, et puis surtout mes deux maîtresses, mes deux anciennes maîtresses. Tout s'éclaire soudain. Voilà. C'est bien de connaître ces gens-là dans le pays. Dans La Victoire en chantant, parce que je vais lister tous les comédiens avec qui vous avez travaillé, parce que les deux films français sont à vos débuts, du philo, et dès qu'on est sur... il y a aussi Peter Berling, c'est-à-dire on a des gens qui viennent du monde entier. Avec Coup de tête, vous travaillez avec Patrick Devers, avec des merveilleux acteurs comme... il y avait Jean Bouise, il y avait... Là-dedans, voilà, Bouise, qui est à droite, qui est un génie, Hubert Deschamps. Et puis, quand vous travaillez sur Le Nom de la Rose, vous travaillez avec... pardon, sur La Guerre du Feu. C'est écrit en haut, hein, si vous voulez suivre. Si vous trouvez que j'ai un trou, c'est écrit en haut. Il s'appelle Everett McGill. Le voici. Il joue dans Twin Peaks. Redon Chang.
et Ron Perlman. Ron Perlman, qui est sur un arbre. Et que vous avez revu. Et qu'on va revoir tout de suite après, voilà, dans Le Monde en Rose. On a des galeries de gueules qui viennent de votre production, parce qu'elle est internationale, en fait. Donc il faut... Alors ça, c'est F. Murray Abraham. J'avais demandé, il avait le rôle de Salieri dans La Deus, et je connaissais bien Miloš Forman. Et j'appelle Miloš, je lui dis, écoute, donc vous allez faire Amadeus, et je lui dis, il est comment F. Murray? Il me dit, pour quel rôle? Il parlait français avec un très gros accent. Je lui dis, pour le rôle d'un inquisiteur. Est-ce qu'il est très méchant? Je lui dis, oui, très méchant. Alors, tu n'as même pas à le diriger. Dans la série des comédiens, vous avez travaillé avec Slater tout jeune, avec... Il s'appelait Queltinger, ce monsieur. C'était un grand acteur allemand, Helmut Queltinger. Voilà, c'est-à-dire que le public français ne les connaît pas forcément, tout comme les acteurs chinois plus tard, oui. Mais vous avez pioché dans chacun de vos pays, par coproduction et puis par lieu de tournage. Ce qui convenait le mieux au rôle, vous savez, c'est assez simple finalement. Vous allez diriger une horloge suisse, vous le décrivez assez bien, puisque il pose un verre et si vous lui demandez de le mettre à 5 cm d'écart, il refait la prise, il le pose à 5 cm. Ah oui, je lui demandais des fois, il me disait... est-ce que tu es satisfait? J'étais au fond à faire une deuxième prise. Au lieu de marquer une pause d'une seconde, fais-la d'une seconde 5. Il faisait d'une seconde et demie. Tiens pas le micro comme ça fait une onde, mets-le là. Tout à fait naturellement. On avait l'impression que c'était complètement naturel. En fait, c'est totalement répété. Vous avez fait les mêmes compliments de Ed Harris, qui est un merveilleux comédien qui a joué le Jackson Pollock. Ça, c'est un homme merveilleux. Voilà, donc on continue l'inventaire, le merveilleux Lonsdal. Alors, lui, j'oublie son nom finalement. Michael Abeck. Michael Abeck. Acteur fascinant. J'ai encore des lettres de sa maman, figurez-vous. J'aime bien ce rapport avec familial. Il s'est fait grossir pour le film. Il était déjà assez gras quand je l'ai rencontré. Il a pris quand même une vingtaine de kilos. Le voilà encore. Le jeune Slater à ses débuts. Valentina Vargas. Alors, il s'appelait Prechtel, ce monsieur. Voilà, Prechtel. Je ne peux pas vous laisser faire des commentaires sur chaque, parce que comme j'ai mis tous les comédiens avec qui vous avez joué, enfin, ou à moins qu'on fasse une nocturne. C'était juste pour montrer que le merveilleux Tchéky Cario, Jack Wallace, une comédienne débutante, parce que vous avez aussi révélé des comédiens en leur donnant une chance que ma femme a dégoté, figurez-vous, c'est mon dernier commentaire. J'ai été convaincu que les casting directeurs, j'en avais 8, je crois, un à Madrid, un à Rome, un à Munich, un à Paris évidemment, un à Londres, un à Los Angeles, un à New York. Est-ce que ça fait le compte? Et je faisais le tour, et j'étais sûr qu'ils allaient me montrer des comédiennes qu'ils avaient trouvées dans des cours, des anciens mannequins. Et pendant ce temps-là, je m'étais abonné à une quinzaine de revues pour jeunes filles du monde entier. Des revues polonaises, des revues anglaises, etc. Et le soir, quand je rentrais dans les maisons de campagne, vous le savez bien, le vendredi, je regardais toutes ces revues. Et à l'époque, je n'avais pas encore le sentiment écologique que je peux avoir aujourd'hui. J'allumais un feu et je foutais tout ça dans le feu. Et puis un jour, je fais pas ça. Je laisse la pile. Je suis dans mon... Et j'avais, en feuilletant, remarqué une petite revue anglaise, noir et blanc, assez pourrie. Et ma femme arrive quelques temps plus tard, elle monte dans mon bureau avec ce magazine ouvert à la page de cette fille. Elle m'a dit, c'est extraordinaire. Comme elle est du métier, évidemment, elle voit tout de suite qui sont Votre femme est script. Hein? Votre femme est script. Ma femme est script professionnelle. Surtout vos films depuis très longtemps. Elle avait fait plus de films que moi quand je l'ai rencontrée, beaucoup plus. Elle a travaillé avec Gainsbourg, elle a travaillé avec beaucoup de comédies avec les gens comme Lautner, avec voilà, grande spécialiste chez Gaume. Et donc, elle me montre cette photo, elle me dit, attends, elle est absolument formidable.
Je me souviens à l'époque, j'étais un des premiers à avoir un fax. Et comme la revue venait d'Angleterre, j'arrache la page, je la mets dans le fax et Laurence me dit, est-ce qu'on est en train de changer la vie de cette jeune fille? Et je lui dis, attends, je ne sais pas si on va la trouver, puis en plus de ça, elle a le droit de ne pas accepter, enfin bon, il y a très peu de chance. Figurez-vous que le lundi, elle est là, la fille. J'ouvre la porte, je venais de voir, allez, un millier de jeunes filles très belles. J'ouvre la porte, je me dis, tiens, c'est elle. Ben oui, elle avait le mystère, le charme, la grâce, le mystère surtout. Oui. Et donc, si vous voulez, est-ce que je raconte l'histoire correctement, Laurence? Oui, oui, tout à fait. Bon, parce que des fois, j'invente un peu. Ça permet de glisser de votre travail continuel de préparation, qu'on a dit qui vient de votre enfance, mais tout est préparé, tout est repéré, avec une façon de pratiquer le cinéma qui est instinctive. C'est-à-dire que vous laissez après, cette préparation est tellement forte que vous laissez les choses se faire. Si vous voulez, ce que je crois, j'ai toujours pensé dès cette adolescence que j'ai eue, post-adolescence, où je faisais un film publicitaire par semaine. Il fallait quand même que ça soit très bien préparé. Si je faisais construire un décor, il fallait que je détermine la couleur, quels étaient les meubles, enfin ça, quel axe des lumières, de façon à ce que ça aille vite au tournage. Et donc j'ai gardé cette méthode. J'aime aller vite au tournage, pas passer. J'ai des confrères qui font une centaine de prises. Jacques Tati faisait 100 prises. Les acteurs sont épuisés. Je connais assez bien De Niro. Lui, il fait exprès de fatiguer les autres parce qu'évidemment, à la 75e. Alors les autres, évidemment, ils sont cassés à la 5e. Ils ne savent plus pourquoi on recommence. Et donc, moi, c'est le contraire. J'aime très bien préparer, laisser la possibilité de changer. Parce que, évidemment, si vous avez écrit une scène sous le soleil et qu'il pleut, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites comme le louche sur un homme et une femme. Il avait loué les caméras on lui avait prêté les caméras pour le week-end. Il arrive à Deauville, il fait très mauvais. Il a une scène de bagnole, il pleut à Sceaux, il met les essuie-glaces. Et finalement, il fait une scène mythique parce qu'il a su réagir au bon moment, c'est-à-dire s'adapter à la réalité. Et alors, mis à part nous avoir fait rêver avec tous ces comédiens, le rêve de cinéma, j'ai pas le temps de montrer l'extrait, mais on voit dans une interview que vous faites pour la télévision, vous commentez 5 films, c'est là où vous dites votre amour de Kurosawa et l'aide que vous faites à Fellini, mais vous montrez Little Big Man et vous commentez chaque plan, c'est-à-dire vous dites là il y a une caméra, là il y a un travelling, là il y a un contre-champ, c'est-à-dire vous savez faire une lecture complète. Mais quand on regarde souvent des films de la maison de campagne, je ne peux pas m'empêcher de commenter. Je dis, mais tu vois, le travelling, il est trop mou. Le mouvement de rue, non, c'est handicap, ça. Ça vient de la publicité, de la préparation? Non, ça vient que je vis comme ça. C'est-à-dire que j'entends les entrées musicales, je dis c'est un peu trop fort, le corps est trop fort. Parce que c'est mon métier finalement. Oui. Je suis comme un cordonnier, je regarde la chaussure et je sais si elle est bien faite. D'ailleurs, dans le livre, vous dites que vous êtes un potier. C'est-à-dire que vous aimez faire un objet complet. Ça m'a beaucoup desservi de dire que j'étais un artisan. Alors on a dit, ben oui, c'est un commerçant, il vend ses petits produits. En France, hein. Bon, dans le reste du monde, c'est pas ça. Mais oui, je suis heureux et fier ce qu'il y a de formidable dans le cinéma, c'est qu'on a tellement d'éléments. Vous n'avez pas seulement l'image, mais vous avez toute la bande-son, vous avez la musique. Donc, c'est comme un organisme, si vous voulez. Vous avez tellement de claviers que moi-même, ça me fascine. Donc, quand je vois les films, ça ne m'empêche pas de les adorer et d'être dans l'histoire, mais de savoir comment c'est fait, où sont les projecteurs. Oui, c'est mon business, quoi. Et ce que vous avez créé, qui est un peu particulier, que j'ai reconnu en fabriquant l'intervention, je montre Gérard Braque là parce que vous dites de lui, son langage était l'image. C'est-à-dire que vous faites l'hypothèse qui vient de la publicité aussi, que si l'image est assez efficace, il n'y a pas besoin de dialogue, il n'y a pas besoin de discours. Je fais des masterclass un peu dans le monde entier. Parce que je suis catalogué comme un des cinéastes qui parie d'abord sur l'image. Et je n'oublie pas les origines du cinéma. Le cinéma était muet, c'est-à-dire qu'il fallait que l'image raconte l'histoire. Et pourquoi le cinéma américain a dévasté les autres cinémas dans le monde entier, il y a finalement que le cinéma américain qui subsiste. Pourquoi? Parce que
au début du cinéma, ils avaient un public qui ne parlait pas l'anglais. Donc, on était obligé de raconter l'histoire par le son, par les images. Et c'est ça qui a conquis le monde, parce qu'ils avaient le monde chez eux. Ils avaient les immigrés italiens, polonais, chinois, et il fallait leur raconter des histoires. Donc, raconter des histoires avec des images et éventuellement des talking heads. Quand on ne savait pas quoi faire, ben vous dites. Alors, sur coup de tête, je me souviens, mon conducteur Alain Poiret, que j'adorais, me dit un accident de car c'est trop cher, il faudrait que l'équipe de foot aille en voiture. Je dis l'équipe de foot, elle va en car, et s'il y a un accident de car, il faut montrer l'accident de car. Et la semaine d'après, il me dit j'ai une idée pour vous. Au lieu d'avoir l'accident de car, vous avez deux personnages qui disent j'ai vu un accident de car et ils sont à la terrasse d'un café parisien. Ça économise l'accident de car. Bah, oui, donc j'ai bricolé un accident de car avec un vieux car que j'ai fait déballer dans une vallée. Le vieux car coûtait rien du tout et la scène est crédible. C'est ça la grande différence des cinémas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent comme pour la radio et puis ils filment de la radio. Et puis les autres qui font comme mon ami Chimino autrefois, qui faisait des images. Et c'est ma tendance, si vous voulez. J'ai commencé par faire des photos, comme je vous le disais, à l'âge de 7 ans. Et puis ce qui est un peu modifié là, c'est que, parce que vous listez l'amour que vous avez pour les directeurs de la photo, l'amour que vous avez pour les directeurs de la gestion de la lumière, vous avez connu beaucoup vous dînez avec Sergio Leone et il propose que vous le remplaciez quand il décédera pour continuer ses films. C'est tout à fait génial de vous avoir pour cette raison-là. Ça semble complètement naturel parce qu'on vit là-dedans. Donc moi, que Sergio que Fellini viennent sur mon plateau, je suis content, je leur dis on se fait la bise et puis ils sont quand ils veulent. Donc c'est autre chose. Vous avez travaillé avec des gens qui ont travaillé avec eux. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs, avec Francis Weber, qui est toujours un grand auteur de comédie. Et c'est quelqu'un qui avait une maîtrise, alors justement du dialogue pointu, du dialogue qui claque, absolument formidable. Donc, ce qui m'a permis d'avoir ces exigences, c'est que, comme j'étais une petite star de la pub, j'avais ma sécurité sociale, j'ai envie de dire. Donc je pouvais faire des films audacieux qui se plantent éventuellement. Et je me souviens, quand j'ai fait La Guerre du Feu, je pensais que ça allait être pour les boutiques de curiosité. Même chose pour Le Monde de la Rose. Quand j'ai choisi ces physiques médiévaux que j'ai trouvés dans Bruegel, même si Bruegel est plus tardif. Mais bon, si vous voulez, les gens à l'époque n'avaient pas de chirurgie esthétique. Hein. Donc ils étaient beaux par leur individualité, la force de leur visage. Vous savez, un beau visage, c'est comme un beau paysage. Qu'est-ce que c'est un beau paysage? C'est un paysage qui a du sens. Et j'adorais mes moines du Long de la Rose. D'abord, j'étais obligé de faire ça, parce qu'ils tous habillés pareil. Donc si vous avez des gens qui se ressemblent, le public ne sait plus qui fait quoi. Mais c'est pas pour ça, j'aime les gueules. Alors on m'a beaucoup reproché d'avoir de beaux acteurs, mais oui, la beauté est agréable à regarder. Et moi, ça me plaît d'avoir les deux extrêmes sur mon plateau, et j'ai le même respect et le même plaisir de les filmer. Vous avez dans le livre, je les ai sortis là, beaucoup d'intérêt pour la peinture, parce que votre travail, d'abord visuel, fait que Friedrich peut vous inspirer pour l'ours, mais vous avez une connaissance très pointue de la peinture, parce que vous citez ici Albert Bierstadt, qui est quelqu'un qui fait des énormes tableaux de parcs naturels américains, mais d'origine allemande. Voilà, qui sont des choses qui sont extraordinaires. Donc vous allez vous servir de ces images pour fabriquer vos images, avec l'idée que l'image va suffire à parler à tout le monde. Ma femme et moi, nous allons au musée tout le temps. Dès que je vais quelque part, récemment j'étais à Copenhague, il y a un musée formidable, j'étais à Oslo, un autre musée formidable avec Munch. Je passe mon temps, dès que j'ai un moment, je vais dans les musées. Et je ne suis pas comme les gens à essayer d'écouter le guide et ça, non, ça me plaît, ça me parle. Je reste 20 secondes, parfois une minute. Récemment, j'ai eu la chance de revisiter le Louvre
de façon privée avec les pompiers. Je suis allé dans la salle des Vermeers, parce que je voulais voir Vermeer et Van Goyen. Et je me souviens, je remercie ensuite la brigade des pompiers en me disant c'est très gentil de m'avoir invité pour revisiter le Louvre seul. Et il me dit, vous savez, vous êtes allé dans des salles où personne ne va jamais. Les gens veulent voir la Joconde et la Vénus de Milo, c'est tout. Et ils se précipitent pour ça, ils ont fini, ils vont boire un café. Qu'ils aillent voir la peinture française du XVIIIe, qu'ils aillent voir la peinture hollandaise dont on parlait dans la voiture, c'est des exemples formidables. Oui. Et on ne peut pas faire mon métier sans avoir une connaissance picturale. Il faut être immergé là-dedans. Ce qui me fait montrer cette image particulièrement, c'est que dans le livre, on apprend que les moines auraient dû être tous habillés en noir et que vous décidez que le jeune homme aurait une tunique d'une autre teinte parce que ça va permettre visuellement qu'on comprenne immédiatement qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Et donc la trouvaille va être non, mais ça, c'est aussi le langage il est visuel avant tout. Historique, c'est-à-dire que les bénédictins sont en noir, les propriétaires de l'abbaye sont en noir, mais les visiteurs sont des franciscains. Les franciscains, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les moines cordeliers. C'est des moines qui ont décidé de vivre chichement, comme le peuple, de façon à aider le peuple. Parce que la religion catholique a failli mourir du fait que les moines avaient une vie complètement dissolue, étaient riches, et que le peuple était complètement délaissé. Et donc, il y a eu cette idée franciscaine de dire, mais on va être des gens comme vous, donc on marche pieds nus, ou éventuellement avec des sandales en peau de chèvre non tannée. Et on n'a pas une ceinture, on a une corde autour de notre robe. Donc déjà, si vous voulez, il y avait les franciscains et les bénédictins, et ça, d'une certaine manière, c'est une conséquence du livre. Et ce qui me semblait être lié à votre intérêt pour les images et à votre idée de communiquer par les images, c'est que dans 3 de vos films, ici dans La Guerre du Feu, vous allez engager un auteur bien fameux pour écrire une langue. Oui, Anthony Burgess, oui. Il a fait Ange mécanique en particulier, qui était une histoire vraie qui lui était arrivée. Et donc j'ai travaillé avec lui parce qu'il était linguiste, figurez-vous, avant d'être romancier. Je vais te commenter un tout petit peu sur Anthony Burgess. Allez. Le voilà. Mais Anthony était professeur et il avait fait une thèse sur le danois ancien. Pour cela, il était allé en Islande et il avait appris l'islandais, le danois, l'allemand du coup, parce qu'évidemment, il faut connaître l'allemand pour comprendre les langues scandinaves. Et on l'envoie faire le professeur d'anglais en Malaisie. Sauf qu'il a des élèves chinois. Donc il est obligé d'apprendre le malais et le chinois. Et ensuite, il écrit un livre sur cette histoire calamiteuse qui est arrivée à son épouse et à lui un soir, vous avez vu Orange Mécanique. Il devient un auteur très célèbre, mais mais du coup, sa formation, c'est d'être linguiste. Et nous avons cette idée, je travaille avec la 20th Century Fox, de le contacter pour lui demander s'il est très d'accord pour être avec moi sur la fabrication de langues inconnues, mais de langues primitives. Et donc, je ne passe sur les détails, mais moi-même, j'ai fait des études de grec. J'ai un certificat de grec dont je suis très fier, et d'indo-européen. Or, il se fait que je ne savais pas que le dictionnaire que je possédais avait été écrit par Anthony Burgess, donc il a connu les langues dont sont sortis le sanskrit, l'hébreu, etc. Et je me retrouve chez lui à Monaco, et on est en train d'inventer une langue. On a 370 mots de la langue principale. Et je me souviens d'un détail, c'était le choix entre le feu, c'était la guerre du feu. Est-ce qu'on va vers la racine latine, c'est-à-dire feu, foco, fire, ou est-ce qu'on va au contraire vers le lieu central du foyer, c'est-à-dire l'âtre, âtre. Et je me souviens de lui répétant âtre, âtre. Finalement, on a choisi âtre. Et ça, et comme ça pour 360 mots. Et puis il y avait 2 autres langues, et la 4e langue, pardon, on n'a pas eu le temps de l'écrire, et j'ai utilisé des Inuits qui parlent en Inuktitut et qui ont doublé les voix de la tribu civilisée. Ça serait une autre histoire, je pourrais passer une soirée à vous raconter ça. Et alors la 2e fois où vous avez inventé une langue,
Enfin, c'est pas tout à fait vous finalement. C'est lui, c'est-à-dire lui parle plusieurs langues mélangées. Oui, parce que c'est un ancien hérétique, donc qui a vécu avec j'ai envie de dire, des tribus européennes, mais avec un mélange d'occitans, de siciliens, que sais-je. Et il y avait un mot-clé des penanciagité. Et donc, Ron est un acteur formidable, et il a fait une prestation là qui est inouïe. Vous avez que quelques minutes du film avec lui dans ce rôle, mais la prise était beaucoup plus longue et absolument fascinante. Et puis, le dernier endroit où il y a du langage inventé, c'est dans Sa Majesté mineure, c'est-à-dire que c'est le retour à la parole qui va changer tout. Vous êtes un cinéaste d'image qui mise sur l'image pour parler à tout le monde, et la question du langage et de la transmission par le langage, et ça, c'est Démosthène, c'est Cicéron, c'est la force du langage, la force du discours, évidemment, qui est importante dans les démocraties. Oui. Et ça paraît être un détail, mais vous êtes un grand conteur qui fait que, c'est Wikipédia qui l'indique, le film qu'on va voir après s'appelle Stalingrad, il va devenir un jeu vidéo. Enfin, il y a un jeu vidéo qui le cite assez longuement. Qui l'a pompé, oui. Oui. C'est quand même une belle façon d'être un conteur reconnu quand ça dépasse tous les langages et tous les pays. C'est une façon pour vous de s'adresser à toute l'humanité. J'ai fait un film chinois, j'ai dirigé un film en mandarin et en mongol, et ça ne m'a posé aucun problème. Et ça n'a posé aucun problème à mes acteurs ni à mes équipes. Parce que quand les gens me voient sortir mon viseur et faire comme ça, ah, il faut sortir la dolly est déjà là, ou il faut sortir la grue si je vais plus haut. Nous sommes dans un langage universel, c'est le langage de l'image. Donc, ce qui était extraordinaire, c'est quand j'ai fait le doublage de ce film chinois, avec mes acteurs, qui sont devenus des acteurs immensément célèbres. L'acteur qui est venu, je crois qu'il a touché 10 000 € pour un an de travail, et maintenant il est à 20 millions par film, 20 millions de dollars. Voilà, le même acteur. Mais si vous voulez, ce qui était extraordinaire, c'est que moi j'avais écrit, je crois que c'est le roman par cœur, mais après j'ai écrit les dialogues en anglais et les dialogues en français. Et il suffit de voir les intonations. Et puis, vous savez, une chose très importante dans la diction, est-ce que vous parlez comme ça, très près du micro? Ou est-ce qu'au contraire, vous gueulez? Ça peut être le même texte. Est-ce que vous gueulez? Est-ce que vous gueulez? Donc, rien que ça, la diction, la pause. Est-ce que vous gueulez? C'est autre chose. Donc, ces problèmes de rythme, ils sont les mêmes en mandarin, en mongol, en japonais. Donc, quand on a une histoire qui est racontée visuellement, c'est extrêmement facile de diriger les acteurs. Là, je passe moi ma vie en anglais. Je ne sais même plus si je viens de dire le New York Times ou Le Monde. Et vous citez sur 7 ans au Tibet des dizaines de langues parlées sur le plateau par toute l'équipe technique. Oui, parce que j'étais obligé de tourner en Argentine finalement. Donc on a préparé le film au Ladakh et dans le nord de l'Inde. Et puis pour des raisons politiques, on a été obligé de changer. J'ai donc travaillé avec une équipe d'Argentine, mais il y avait l'équipe indienne parce qu'on est tourné au Ladakh, au nord de l'Inde, qu'on avait sous contrat. Donc on a fait venir ces Indiens en Argentine, et une autre partie était anglaise. Nous étions combien, Laurence, de Français? 2. Oui, 2 Français. Mais bon, c'est un film américain qui a été produit par Paramount. Alors, la conclusion, avant qu'on rejoigne ce hall, c'est que je vais montrer, puisque souvent on sépare, hélas, le cinéma sérieux du cinéma populaire, votre petite grande réussite, même si je ne sais pas si on aura le son, mais de Crunch. Ça, c'est pour se quitter. Je pense que tout le monde se souvient de ça. Vous avez eu énormément de prix pour les publicités. On a fait une compétition entre Ridley Scott et moi, absolument merveilleusement amicale. C'était à qui aurait le plus de prix dans l'année. Mais on en avait, je ne sais pas, 50 par an.
Il faisait un film tous les 3 jours, et moi après, j'ai essayé d'en faire seulement un toutes les 3 semaines. Parce que j'aimais faire des films un peu plus, enfin bon, à ma manière, m'occuper de tout. Vous avez eu un prix pour Les Vautours, pour Hertz, voilà, César du meilleur film publicitaire en 85. Ça, on a eu des centaines de prix, enfin des centaines de... Et ce qui me semble faire la conclusion de votre travail, c'est cette pub magnifique de 2011 qui s'appelle Dior j'adore, parce qu'elle contient à la fois la publicité, le cinéma et l'histoire du cinéma, l'histoire de la mode. Bon, normalement, il y a une musique. Alors, c'est filmé à la carte, on a gagné des glaces. Ça, c'est Charlize Theron. Le son, normalement, est un peu plus fort. Ce qui résume assez vos passions pour l'art, puisqu'on est à quel endroit? Et les effets spéciaux, en fait, on a été les premiers à faire revivre des acteurs du passé. Ça a pris 1 an. C'était très compliqué. C'est une société française qui s'appelle Micros, qui est devenue maintenant une des grands spécialistes de l'intelligence artificielle, en vérité, parce qu'on a procédé pas à pas, de manière très artisanale. On ne savait pas comment le faire. Quand Bernard Arnault me dit Jean-Jacques, est-ce que vous êtes sûr que ça ne va pas ressembler à des tableaux déguisés en acteurs du passé? Est-ce que vous êtes sûr de réussir? J'ai dit oui, mais je suis incapable de savoir comment. On a passé 1 an. J'ai fait venir des sculpteurs du musée Grévin, ceux de Madame Trousseau, c'est l'équivalent du musée Grévin à Londres. J'avais tout un tas de livres sur l'art du dessin dont vous êtes professeur, etc. etc. Et ça a pris 1 an à trouver le système. Et j'ai compris des acteurs. Il y avait une fille qui venait d'Australie. Je l'ai mis dans les mains d'un professeur de mime pour avoir la gestuelle de Marilyn Monroe, etc. etc. Mais c'est comment on fait le casting en Australie? Ben, je vais en Australie. Je fais le casting. Alors, je fais beaucoup de Miles américains et sur Qantas. Donc nous allons pouvoir redescendre en bas si vous voulez acheter le livre de Monsieur le Dédicacé, Je suis pas là pour vous ou goûter un petit dans notre buffet que notre association vous propose. Et puis on peut remonter ensuite en achetant un billet pour voir Stalingrad. Merci à tout le monde et merci Jean-Jacques.